une chorale d'enfants. Mais chez ma grand-mère et ma tante Adrienne, c'était un peu plus la musique country. Il y a des silences qui hurlent plus fort que les cris. Le jour où Isabelle Boulay a cessé de sourire devant les caméras, personne n'a compris que quelque chose venait de se briser à jamais. Comment une femme, à la voix la plus réconfortante de la francophonie, a-t-elle pu s'éteindre lentement, sans scandale, sans coup, sans bruit, aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de France? Pendant 9 ans, elle a disparu à l'intérieur même de sa propre vie. Et ce que vous allez découvrir n'est pas une vengeance ordinaire, mais la plus dérangeante de toutes, celle d'une femme qui décide enfin de parler. Éric Dupond-Moretti a ruiné la vie d'Isabelle Boulay, et voici comment elle se venge. Mais qui était vraiment Isabelle Boulay avant que tout ne bascule? Une icône lumineuse, adulée, au sommet de sa gloire, dont la voix remplissait les plus grandes salles du monde francophone. Mais derrière cette image éclatante, derrière les salles combles et les applaudissements interminables, que se passait-il réellement lorsque les projecteurs s'éteignaient? Qui voyait Isabelle Boulay quand elle rentrait seule, tard, dans un appartement devenu trop silencieux? Car au sommet de sa carrière, alors que tout semblait enfin aligné, quelque chose commençait déjà à se fissurer, lentement, presque imperceptiblement. Isabelle Boulay n'a jamais été une chanteuse ordinaire. Née le 6 juillet 1972 à Sainte-Félicité, au Québec, elle portait dans sa voix une douceur grave, une mélancolie familière qui parlait directement au cœur. Avec des albums devenus cultes comme État d'amour ou Mieux qu'ici-bas, elle s'est imposée comme une présence essentielle de la chanson francophone. Plus de 4,5 millions de disques vendus, des tournées triomphales, des scènes mythiques comme la Place des Arts à Montréal, l'Olympia de Paris ou l'Amphithéâtre de Carthage. Aux yeux du public, Isabelle incarnait la stabilité, la sensibilité maîtrisée, la femme forte qui transforme ses émotions en art. Mais ce que le public ignorait, c'est que cette force était aussi une armure forgée très tôt, dans le silence, dans l'apprentissage de l'endurance. Isabelle avait appris à ne pas se plaindre, à absorber les tensions, à transformer la douleur en élégance. Et lorsque sa route a croisé celle d'Éric Dupond-Moretti, cette capacité à encaisser, à comprendre, à excuser est devenue dangereuse. Car face à un homme de pouvoir, à une personnalité écrasante, cette douceur pouvait se retourner contre elle. Au début, tout semblait presque rassurant. 2 figures publiques, 2 carrières solides, 2 mondes différents mais complémentaires. Isabelle continuait de briller sur scène, tandis qu'Éric Dupond-Moretti occupait l'espace médiatique et politique avec assurance. De l'extérieur, leur couple donnait l'image d'un équilibre rare. Mais à l'intérieur, un autre récit se mettait en place, beaucoup plus trouble. Un récit fait de silences lourds, de remarques anodines qui laissaient d'hommes des traces, de décisions prises sans qu'elle ose vraiment les contester. Rien de spectaculaire, rien de visible. Juste une lente érosion. Isabelle s'est peu à peu retrouvée seule au milieu du bruit. Seule avec ses doutes, seule avec cette sensation étrange de devoir mesurer chacun de ses mots, chacune de ses attitudes. Elle qui avait toujours vécu dans l'émotion brute se surprenait à se censurer, à lisser ses réactions, à éviter les conflits à tout prix. Autour d'elle, certains amis remarquaient un changement, un regard plus absent, une fatigue qu'aucune tournée n'expliquait vraiment. Mais qui aurait imaginé que derrière cette femme adulée, une crise intime se jouait, silencieuse, profonde. La blessure n'était pas faite de cris, ni de scandales, mais d'une solitude insidieuse. Isabelle se sentait de moins en moins légitime dans sa propre vie. Elle doutait de ses perceptions, minimisait ce qu'elle ressentait, se répétait que c'était elle qui exagérait. Comme beaucoup de femmes de sa génération, elle avait grandi avec l'idée qu'aimer, c'était comprendre, supporter, tenir bon. Alors elle a tenu. Trop longtemps. Jusqu'à ce que cette tension constante devienne une forme d'épuisement intérieur. Ce qui a réellement ruiné la vie d'Isabelle Boulay, ce n'est pas un événement précis, mais l'accumulation. L'impression de ne plus respirer librement, la sensation de disparaître à l'intérieur d'une relation où elle n'avait plus la place d'être pleinement elle-même. La scène restait son refuge, le seul endroit où elle se sentait encore vivante, entière, écoutée. Mais dès que la musique s'arrêtait, le vide revenait, plus lourd encore. Et puis un jour, sans fracas, sans annonce officielle, quelque chose s'est déplacé.
Isabelle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, que se taire, une fois de plus, serait une forme de renoncement définitif. Ce moment-là, presque invisible pour le monde extérieur, a marqué le début de ce que certains appelleront plus tard une vengeance. Mais pas une vengeance criarde ou destructrice. Une vengeance lente, pudique, profondément dérangeante. Celle de la vérité qui remonte à la surface. Car Isabelle Boulay n'a pas cherché à salir, ni à régler des comptes. Elle a choisi autre chose. Elle a choisi de se réapproprier son récit, de nommer sa douleur, de laisser apparaître ses failles. Et c'est précisément cette parole, longtemps retenue, qui a bouleversé l'opinion. Derrière la chanteuse, la femme s'est révélée. Une femme marquée, blessée, mais lucide. Une femme qui avait trop perdu pour continuer à se taire. Et ce que vous allez entendre maintenant, ce sont les premiers signes de cette revanche silencieuse, celle qui ne détruit pas l'autre, mais qui sauve enfin celle qui parle. Et pourtant, à ce moment précis, personne ne savait encore ce que Isabelle Boulay était en train de vivre intérieurement. Car la vérité, la vraie, ne s'impose jamais d'un seul coup. Elle progresse à pas feutrés, presque timidement, jusqu'au jour où elle ne peut plus être contenue. Chez Isabelle, ce jour-là n'est pas arrivé avec un cri, ni avec une déclaration fracassante. Il est arrivé sous la forme d'une fatigue immense, ancienne, incrustée dans le corps comme un froid qui ne part plus. Pendant longtemps, elle a cru que cette lassitude était le prix normal à payer. Le prix du succès, de la maturité, de la vie partagée avec un homme dont l'univers n'était jamais vraiment le sien. Elle s'est dit que c'était ainsi, que l'amour demandait parfois de s'effacer, que les compromis faisaient partie du chemin. Mais au fil des mois, cette justification intérieure a commencé à se fissurer. Isabelle ne se reconnaissait plus. Elle ne riait plus de la même manière. Elle hésitait avant de parler. Elle anticipait des réactions, mesurait ses gestes, retenait son souffle sans même s'en rendre compte. Il y a eu des signes, bien sûr, des soirées écourtées, des invitations déclinées sans raison claire, des absences remarquées sur certaines scènes où on l'attendait. Aux yeux du public, cela passait pour de la discrétion, peut-être une envie de ralentir. Mais dans l'intimité, c'était autre chose. C'était la sensation persistante d'être de trop, de déranger, de ne jamais être exactement à sa place. Isabelle vivait entourée de paroles, de débats, de tensions invisibles, mais elle n'y trouvait plus d'écho pour elle-même. Ce qui l'a profondément bouleversée, ce n'est pas un affront spectaculaire, mais une prise de conscience lente et douloureuse. Elle a compris qu'elle était devenue étrangère à sa propre vie, qu'elle se réveillait chaque matin avec une boule dans la poitrine sans pouvoir la nommer, qu'elle s'excusait pour des choses insignifiantes, qu'elle se taisait pour préserver une paix qui ne la protégeait plus, et surtout qu'elle avait confondu compréhension et renoncement. Cette vérité-là, Isabelle a mis du temps à l'accepter. Parce que admettre cela, c'était aussi reconnaître qu'elle avait laissé faire, qu'elle avait cru, de bonne foi, qu'aimer signifiait s'adapter indéfiniment. Et cette culpabilité, elle l'a portée en silence. Mais un soir, dans un moment presque banal, quelque chose s'est déplacé. Une phrase de trop, un ton trop sec, un regard qui juge plus qu'il n'écoute. Rien que le monde aurait retenu, mais pour elle, c'était un point de rupture. Non pas une explosion, mais un effondrement intérieur, net, irréversible. Isabelle s'est alors vue comme de l'extérieur. Elle a aperçu cette femme fatiguée, amaigrie émotionnellement, qui continuait d'avancer par habitude plus que par désir. Et cette vision lui a fait peur. Peur de continuer ainsi encore 1 an, 5 ans, 10 ans. Peur de devenir une version d'elle-même qu'elle ne reconnaîtrait plus du tout. C'est à cet instant précis que la décision s'est imposée. Une décision sans violence, mais d'une radicalité absolue. Partir, respirer, se sauver. Ce départ ne s'est pas fait dans le fracas. Pas de scène dramatique, pas de porte claquée. Juste un sac préparé à la hâte, quelques affaires, des objets symboliques et cette certitude nouvelle, fragile mais ferme, qu'elle devait se choisir. Quand elle a franchi le seuil, Isabelle n'a pas ressenti de triomphe. Elle a ressenti un vide immense, mêlé à une sensation étrange de soulagement. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, l'air entrait à nouveau dans ses poumons. Les jours qui ont suivi ont été flous, douloureux, silencieux. Isabelle a trouvé refuge auprès de proches, loin des caméras, loin des commentaires. Elle dormait peu, parlait encore moins, mais quelque chose avait changé.
Elle ne se forçait plus à expliquer. Elle ne minimisait plus ce qu'elle ressentait. Elle acceptait enfin l'épuisement, la tristesse, la colère aussi, sans chercher à les embellir. Et dans ce silence nouveau, une autre question a émergé, plus redoutable encore. Fallait-il continuer à se taire? Car Isabelle savait ce que sa parole provoquerait. Elle savait que son histoire serait scrutée, interprétée, parfois déformée. Elle savait que l'homme avec qui elle avait partagé une partie de sa vie était une figure publique puissante. Elle savait aussi que, dans ce genre de récit, on demande toujours aux femmes pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt, pourquoi elles sont restées, pourquoi elles n'ont pas fui dès le premier malaise. Cette perspective l'effrayait, mais le silence, désormais, lui faisait encore plus peur. Alors, lentement, elle a commencé à mettre des mots. Pas pour accuser, pas pour se venger, au sens classique du terme, mais pour reprendre possession de son histoire. Elle a compris que sa véritable revanche ne serait pas de détruire, mais de révéler. Révéler ce que tant de femmes vivent, sans pouvoir le nommer. Révéler que la violence peut être feutrée, élégante, presque invisible. Révéler qu'on peut être ruiné intérieurement, sans jamais porter de traces visibles. Lorsqu'Isabelle Boulet a finalement décidé de parler, elle ne l'a pas fait en héroïne. Elle l'a fait en femme lucide, consciente de ses fragilités, de ses contradictions. Face aux journalistes, elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas livré de détails humiliants. Elle a simplement raconté un mécanisme, une lente disparition de soi. Et c'est précisément cette retenue qui a bouleversé l'opinion. Parce que dans ces mots, des milliers de femmes et d'hommes ont reconnu des fragments de leur propre vie. À cet instant-là, quelque chose s'est inversé. Isabelle n'était plus celle qui subissait le récit. Elle en devenait l'autrice. Et cette prise de parole, loin de l'affaiblir, l'a redressée. Elle a transformé sa douleur en matière vivante, en parole utile, en espace de réflexion collective. Ce que certains ont appelé une vengeance était en réalité un acte de survie, une reconquête intime. Et alors que le pays découvrait une autre facette d'Isabelle Boulet, plus nue, plus grave, une nouvelle page était en train de s'écrire, sans que l'on sache encore jusqu'où cette vérité allait la conduire. Après la parole, il y a toujours un temps suspendu, un moment où le monde continue de tourner alors que, pour celle qui a parlé, tout semble encore fragile. Pour Isabelle Boulet, cette période n'a pas été une célébration, ni une victoire éclatante. Elle a été une traversée intérieure, lente, parfois inconfortable, mais profondément nécessaire. Dire la vérité ne guérit pas instantanément. Cela ouvre une porte, et derrière cette porte, il faut apprendre à vivre autrement. Isabelle a d'abord dû accepter ce qu'elle avait traversé sans chercher à le justifier ni à le réécrire. Accepter d'avoir été forte et vulnérable à la fois. Accepter de ne pas avoir tout vu, tout compris, tout maîtrisé. Cette acceptation n'a rien d'une résignation. Elle ressemble plutôt à une lucidité apaisée. Comprendre que l'on peut aimer sincèrement et pourtant se perdre. Comprendre que l'on peut rester longtemps par loyauté, par espoir, par peur aussi, sans que cela fasse de soi une personne faible. Cette prise de conscience a marqué le véritable début de sa renaissance. Peu à peu, Isabelle a cessé de se définir à travers le regard des autres. Celui du public, bien sûr, mais aussi celui plus intime, qui l'avait longtemps conditionnée à se taire. Elle a réappris à écouter ses propres signaux, son corps, ses silences, ses envies simples. Elle s'est autorisée à ralentir, à refuser, à ne pas expliquer. Dans un monde qui exige sans cesse des réponses, ce choix a été une forme de liberté radicale. Ne plus se justifier, ne plus performer la force, simplement être. Cette transformation s'est reflétée naturellement dans sa manière de vivre et de créer. La musique n'était plus un refuge contre la douleur, mais un espace de vérité. Ses chansons sont devenues plus dépouillées, plus proches du souffle que de la démonstration. Chaque mot semblait peser, non pour séduire, mais pour être juste. Isabelle ne cherchait plus à remplir le silence. Elle apprenait à l'habiter. Et dans ce silence assumé, elle a découvert une paix nouvelle, moins spectaculaire, mais infiniment plus stable. Il y a aussi eu la réconciliation. Pas une réconciliation naïve qui efface tout, mais une réconciliation intérieure, essentielle. Isabelle a compris qu'elle n'avait pas besoin de haïr pour avancer, qu'elle n'avait pas besoin de désigner un coupable pour se reconstruire.
Elle a choisi de ne pas transformer sa souffrance en rancœur parce que la rancœur, elle le savait désormais, aurait prolongé l'emprise du passé sur son présent. Cette décision, silencieuse mais déterminante, a été l'un des gestes les plus forts de son parcours. Dans ses rares prises de parole, Isabelle a commencé à évoquer la vie autrement. Non plus comme une suite de rôles à tenir, mais comme un chemin imparfait, parfois brutal, souvent déroutant, mais porteur de sens. Elle parlait de tendresse retrouvée, de simplicité, de liens vrais. Elle parlait aussi du temps, de ce qu'il détruit et de ce qu'il révèle. De cette idée que certaines épreuves ne sont pas là pour être comprises immédiatement, mais pour être traversées. Et que c'est souvent après coup que l'on saisit ce qu'elles nous ont appris. Son retour vers ses racines a joué un rôle essentiel dans cette métamorphose. Le Québec, la Gaspésie, ces paysages ouverts dans cette rudeuse à la fois, lui ont rappelé qui elle était avant de devenir une figure publique. Là-bas, elle n'était ni une icône, ni un symbole. Elle était une femme parmi d'autres, une mère, une amie, une voix familière. Cette simplicité a été une guérison. Elle lui a permis de se reconnecter à l'essentiel, à cette part d'elle-même qui n'avait jamais cessé d'exister mais qui avait été étouffée par trop de compromis. Isabelle a aussi appris à regarder son passé sans le renier. Elle ne l'idéalise pas, elle ne le diabolise pas non plus. Elle le replace à sa juste place. Un chapitre de sa vie, douloureux certes, mais fondateur. Car sans cette traversée, elle ne serait pas devenue cette femme capable de dire non, de poser des limites, de se respecter pleinement. Dans cette relecture apaisée, il y a quelque chose de profondément philosophique. L'idée que l'on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais que l'on choisit ce que l'on en fait. Aujourd'hui, Isabelle Boulay ne se présente plus comme une survivante au sens dramatique du terme. Elle se présente comme une femme en chemin. Une femme qui a compris que la vraie force ne réside pas dans l'endurance infinie, mais dans la capacité à s'arrêter, à écouter, à se choisir. Cette philosophie de vie, discrète mais puissante, résonne particulièrement auprès de celles et ceux qui ont longtemps cru qu'il fallait tenir coûte que coûte, quitte à s'oublier. Et c'est peut-être là que réside la portée la plus profonde de son histoire, dans cette invitation implicite à repenser notre rapport à l'amour, au pouvoir, au silence. À se demander combien de fois nous avons confondu patience et effacement, loyauté et sacrifice, calme et résignation. Isabelle n'apporte pas de leçons toutes faites. Elle offre un témoignage, un chemin possible. Et dans cette douceur retrouvée, dans cette paix qu'elle construit jour après jour, quelque chose continue de se transformer, lentement, profondément, sans que l'on puisse encore mesurer jusqu'où cette renaissance va la mener. Et tandis que cette métamorphose intime prenait forme, une autre transformation s'opérait en parallèle, plus silencieuse encore, mais tout aussi profonde. Isabelle Boulay découvrait que sa parole, une fois libérée, ne lui appartenait plus seulement. Elle circulait, elle résonnait. Elle trouvait écho chez des femmes et des hommes qui, sans jamais l'avoir rencontrée, se reconnaissaient dans ces silences passés. Des messages arrivaient, discrets, parfois maladroits, mais chargés d'une émotion brute. On lui écrivait pour la remercier, pour lui dire « moi aussi », pour lui confier des fragments de vie longtemps tus. Isabelle lisait ces mots sans se sentir investie d'une mission. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Et pourtant, malgré elle, quelque chose se transmettait. Cette nouvelle place, elle l'a abordée avec prudence. Isabelle ne cherchait pas à expliquer le monde, ni à distribuer des vérités. Elle se contentait d'être juste, fidèle à ce qu'elle ressentait désormais. Elle parlait moins, mais parlait mieux. Chaque apparition publique devenait plus rare, plus choisie. Elle ne se prêtait plus au jeu des récits à simplifier, des formules attendues. Elle refusait les raccourcis, consciente que les histoires humaines ne se laissent jamais enfermer dans des titres ou des slogans. Cette retenue, loin de l'éloigner du public, renforçait au contraire la force de sa présence. Sur scène, quelque chose avait changé aussi. Ceux qui l'ont vue chanter à cette période ont évoqué une intensité différente, moins démonstrative, mais plus habitée. Isabelle ne cherchait plus à convaincre. Elle se laissait traverser par les chansons, par les silences entre les notes. Sa voix, toujours reconnaissable entre toutes, semblait porter une gravité nouvelle, une profondeur qui ne venait plus seulement de la technique ou de l'expérience, mais d'une vie pleinement assumée. Chaque regard, chaque respiration racontait un chemin parcouru. Dans l'intimité,
Isabelle poursuivait ce travail, patient de réconciliation avec elle-même. Elle apprenait à redéfinir ses relations, à poser des limites sans culpabilité, à accueillir la solitude sans la craindre. Elle découvrait que l'on peut être seul sans être isolé, que l'on peut aimer sans se perdre, que l'on peut rester ouverte au monde sans se dissoudre en lui. Cette sagesse, elle ne l'a pas apprise dans les livres. Elle l'a apprise dans le corps, dans le temps, dans l'épreuve. Elle parlait parfois de cette idée simple mais bouleversante. On ne guérit pas pour effacer le passé, on guérit pour pouvoir vivre avec lui sans qu'il nous gouverne. Isabelle n'a jamais cherché à réécrire ce qu'elle avait vécu. Elle l'a intégré à son histoire comme une couche supplémentaire de vérité. Et c'est cette honnêteté, presque désarmante, qui continue de toucher. Parce qu'elle ne promet pas le bonheur, mais quelque chose de plus rare, la cohérence intérieure. À mesure que les mois passaient, une forme d'apaisement s'installait. Pas une paix figée, mais un équilibre en mouvement. Isabelle acceptait que certaines questions restent sans réponse, que certaines blessures laissent des traces. Elle n'en faisait plus un combat. Elle avançait avec. Et dans cette avancée, elle redécouvrait le goût des choses simples, la valeur des moments ordinaires, la beauté d'un quotidien qui ne cherche plus à impressionner. Ce chemin, elle savait qu'il n'était ni spectaculaire, ni exemplaire. Il était simplement le sien. Mais peut-être est-ce précisément cela qui lui donnait une portée plus large. En refusant les postures héroïques, Isabelle Boulay offrait autre chose, une humanité nue, imparfaite, profondément réelle, une manière de dire que l'on peut tomber sans se briser définitivement, que l'on peut se relever sans écraser le passé, que l'on peut continuer à aimer la vie après avoir frôlé l'effacement. Et dans cette trajectoire encore en cours, quelque chose demeure ouvert, fragile, vivant, prêt à accueillir ce qui vient, sans savoir encore quelle forme prendra la suite. Et puis vient ce moment rare, presque imperceptible, où une histoire cesse d'être une blessure pour devenir une mémoire apaisée. Pas un oubli, pas une victoire éclatante, mais une forme de paix lucide. Isabelle Boulay n'a jamais cherché à transformer ce qu'elle a vécu en manifeste ni en règlement de compte. Elle a choisi une voie plus silencieuse, plus exigeante aussi, celle de la compréhension. Comprendre ce qui s'est joué, comprendre ce qui l'a menée là, comprendre surtout ce qu'elle ne voulait plus jamais perdre, elle-même. Aujourd'hui, lorsqu'on l'écoute parler, il n'y a plus de colère. Il n'y a même plus vraiment de tristesse. Il y a une gravité douce, une profondeur acquise au fil des épreuves. Isabelle ne renie rien de son passé. Elle ne le glorifie pas non plus. Elle l'accueille comme une partie de son chemin, avec ce regard que seul le temps et la maturité permettent. Elle sait désormais que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler. Que certaines histoires ne nous construisent pas par leur bonheur, mais parce qu'elles nous obligent à affronter en nous-mêmes. Ce qu'elle appelle sa renaissance n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas un nouveau départ flamboyant, ni une revanche bruyante. C'est une attention retrouvée à l'essentiel, une capacité à dire non sans trembler, à dire oui sans se trahir, à reconnaître ses limites sans en avoir honte. Isabelle a compris que la vraie force ne consiste pas à tenir indéfiniment, mais à savoir s'arrêter quand le prix devient trop élevé. Et cette sagesse, elle la porte aujourd'hui avec une humilité désarmante. Sa vie n'est pas devenue parfaite. Elle ne le prétend pas. Mais elle est devenue cohérente, alignée, habitable, et c'est peut-être cela, au fond, la plus belle des victoires. Avoir le courage de quitter ce qui nous abîme, même quand cela semble confortable de l'extérieur. Avoir le courage de parler, même quand le silence paraît plus simple. Avoir le courage, enfin, de se choisir, sans écraser personne, sans se justifier à l'infini. L'histoire d'Isabelle Boulay dépasse largement le cadre d'un couple ou d'une séparation. Elle interroge notre rapport à l'amour, au pouvoir, au sacrifice. Elle pose une question essentielle. Combien de fois acceptons-nous de nous effacer pour préserver une harmonie qui n'existe déjà plus ? Combien de fois confondons-nous patience et abandon de soi ? Et surtout, combien de vérités continuons-nous de taire par peur de déranger ? En choisissant de parler, Isabelle n'a pas cherché à devenir un symbole. Et pourtant, son parcours résonne. Il résonne chez celles et ceux qui ont appris trop tôt à être forts, chez celles et ceux qui ont cru que l'amour devait faire mal pour être vrai, chez celles et ceux qui, un jour, se sont réveillés avec cette impression sourde de ne plus se reconnaître. Son histoire
nous rappelle que le silence protège parfois, mais qu'il peut aussi enfermer. Et que la parole, même tardive, reste toujours une porte. Il n'y a pas de morale imposée ici, pas de vérité universelle, juste une invitation à l'écoute de soi d'abord, à l'écoute des autres. Ensuite, Isabelle Boulay n'offre pas de solution clé en main, elle partage un chemin fait de doutes, de chutes, de lente reconstruction. Un chemin qui montre qu'il est possible de transformer une épreuve en conscience, une douleur en lucidité, un effacement en présence. Et peut-être que la véritable vengeance d'Isabelle Boulay n'a jamais été dirigée contre quelqu'un. Peut-être qu'elle a simplement consisté à reprendre sa place dans sa propre vie, à redevenir sujet de son histoire plutôt que personnage secondaire du récit des autres, à respirer enfin, pleinement, sans peur de déranger, sans peur de perdre. Si cette histoire vous a touché, interrogé ou rappelé quelque chose de votre propre parcours, n'hésitez pas à le dire, à partager ce que ces mots ont fait résonner en vous. Un simple commentaire peut parfois ouvrir un dialogue, briser un autre silence. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces récits humains, complexes, souvent invisibles derrière les apparences, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et rejoindre cette communauté attentive aux histoires qui ne font pas de bruit, mais qui changent des vies